retour sur le plateau de KNF. Oui, qu'a nous fait? On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe, emploi, agriculture, santé et même littérature. Et là, tout de suite, on va parler d'histoire. Oui, connaissez-vous votre histoire? Non? Pour en parler, je reçois Marie-Josée Garay. Qu'a nous fait? Ben, nous bien. Bonjour Saïlé. Bonjour va? à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Tous, parce Ça qu'on est va en très radio, bien. c'est vrai. Vous êtes partout et en radio, oui. C'est bien de le préciser parce que nous sommes aussi sur Éclair FM. Donc écoutez-nous, regardez-nous, on est partout, on est chez vous. Alors, vous êtes venu ici bien sûr pour nous parler déjà de notre histoire, de notre littérature. Vous avez écrit un bouquin donc, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Liberté Savane. Mais d'abord, première question, comment choisit-on le domaine de l'écriture et surtout historique? Alors, le domaine de l'écriture, ben ça, je ne sais pas si on choisit, je pense que ça vient à soi. Et moi, j'ai ça en moi depuis toujours, comme beaucoup d'autres personnes qui écrivent. Ça fait partie de moi. C'est comme parler, ben, j'ai besoin d'écrire. D'accord. J'ai toujours, je crois, écrit. Alors, pensez-vous qu'en Guadeloupe, même la Martinique, la Guyane, est-ce que vous pensez qu'on connaît réellement notre histoire? On commence à connaître notre histoire. Je crois que maintenant, en 2020, on peut dire que plus ça va et plus on en parle, Dieu merci, parce qu'il faut en parler. Mais c'est vrai qu'on est une petite île et on est encore français, ou français, et que c'est vrai que toute la France ne connaît pas notre histoire de la Guadeloupe. Pensez-vous aussi qu'on a eu des petites cachotteries? C'est-à-dire que bon, peut-être qu'il y a certaines vérités, peut-être qu'il y a certaines anecdotes, histoires qui ont été volontairement cachées. Bien sûr qu'il y a eu des cachotteries parce que l'histoire qu'on a vécue est une histoire qui peut, entre guillemets, être maintenant avec le regard du passé, être honteuse, on peut dire. Donc il y a eu des cachotteries, maintenant on commence petit à petit à rétablir les vérités et maintenant de toute façon avec tous les moyens de communication qu'on a, avec tous les moyens de recherche aussi qu'on a, avec tous les accès aux bibliothèques qu'on a, ben, on ne peut plus cacher les choses et puis nous aussi, peut-être qu'on se redresse. On se redresse maintenant et qu'on parle des choses et qu'il faut échanger. Il faut regarder. On veut savoir, on a faim, on veut connaître notre histoire, notre identité. Il faut affronter notre histoire sans trop non plus être trop nostalgique et rester enclin au passé parce qu'il faut avancer. Mais je crois que c'est important quand même pour la construction de l'homme de se connaître. Alors, juste avant Liberté Savane, il y a eu un premier ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y a eu L'orpheline de la colonie qui est paru en 2013 et je suis contente d'en reparler maintenant parce que ça a été une aventure formidable. Et alors, L'orpheline de la colonie parlait du début de la colonisation. Donc, on était en 1635 et j'avais choisi volontairement un premier ouvrage sur ce démarrage-là, sur cette période-là, parce que ça a été quand même une période charnière qui a complètement changé la face du monde, on peut dire la face du monde. Et donc, je voulais vraiment commencer, parce que j'ai encore plein d'ouvrages historiques à écrire, mais je voulais vraiment commencer au tout début de la colonisation. Donc, L'orpheline de la colonie, c'était 1643 exactement, le début du roman, et il s'achevait vers 1655. Alors, ça parle de quoi? Et il parlait de, figurez-vous que les colons français s'installent tant bien que mal à Saint-Christophe, à côté de chez nous, maintenant Saint-Kitts, puis Guadeloupe, tranquillement, et cohabitent avec les Caraïbes. Bon, je passe sur tout ce qu'on sait. C'est bien le cohabite, ça veut dire. Oui, cohabite. On a compris. C'était pas dans la tête, dans l'esprit de tout le monde évident. Il y aurait pu avoir une bonne cohabitation, tout à fait. Mais bon, ça s'est passé comme on le sait. Et puis, les colons qui viennent ici, la vie est tellement dure qu'ils ne restent pas. Et en tout cas, aucune femme ne reste vivre avec eux sur cette île où il y a encore de la filibusterie, il y a encore, il faut tout est à faire pour s'installer. Donc, de Paris, on fait venir un convoi de 12 jeunes filles. Et c'est ça que je reprends. Je trouve ça dans un livre d'histoire, je trouve.
Et je m'imagine 12 filles qui sortent d'un couvent et qui débarquent comme ça, qui déjà font la traversée, qui déjà vont à Dieppe prendre un bateau, de Paris partent à Dieppe prendre un bateau, et puis traversent, et puis arrivent en Guadeloupe et s'installent et s'adaptent plus ou moins bien au pays, trouvent mari au pays. Et ça, c'était pour fixer les colons français sur la colonie, pour qu'ils puissent rester sur place. Donc, il fallait qu'ils trouvent femme, enfant, enfin, se marier, s'installer, voilà. Alors, Donc, ce qui est bien avec justement les ouvrages, c'est qu'en fait, si je vous suis, vous prenez une direction des faits réels, historiques, et après, je ne vais pas dire que vous brodez autour, mais vous créez donc une ambiance, histoire, une ambiance. Le quotidien, pour expliquer comment c'était, pour qu'on puisse bien ressentir les choses, parce que quand on va sur... je ne suis pas historienne, donc si moi j'avais cherché dans un livre écrit par un historien qui est basé, j'aurais des faits alignés comme ça, des dates, des faits, tandis que quand je fais le roman, ben, je vais, à partir de tout ce que j'ai glané partout, je vais trouver, je vais créer un monde, et je vais essayer de reproduire le monde le plus proche possible de la réalité. Combien de temps pour écrire un ouvrage comme ça? Aïe, aïe, aïe. J'aime bien le aïe, aïe, aïe. Oui, je crois que... C'est un gros travail. Oui. Par exemple, le dernier, Liberté Savane, je crois que j'ai dû me faire violence pour arrêter. Parce que les recherches, maintenant, alors, le premier roman, il n'y avait pas tellement de sources. Hein, à l'époque, il y avait moins de sources. Tandis que Liberté Savane, le deuxième roman, qui se situe entre 1800 et 1848, 1850, là, j'ai beaucoup de sources, j'ai beaucoup de choses, et je ne suis pas de formation historienne, donc je découvre beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'informations qui arrivent comme ça, et j'en ai encore maintenant, puisque je continue à travailler toujours, je fouille, et je trouve encore des éléments que j'aurais pu mettre là. Par exemple, Liberté Savane, je ne sais pas, dans le quotidien des gens, ce qu'on ne va pas avoir quand nous, on va apprendre l'histoire à l'école, si on l'apprenait telle qu'on devrait l'apprendre, eh bien, on n'apprendra pas forcément que les esclaves n'ont pas le droit aux chaussures. C'est un petit détail, un petit truc, et pourtant c'est dans le quotidien, et mon héroïne va par exemple vouloir être affranchie parce qu'elle aura envie des petites choses comme ça, elle aura envie de mettre des chaussures, elle aura envie d'avoir un nom. Oui, tout à fait. Elle aura envie d'avoir un nom de famille, elle aura envie et c'est le fait de créer l'histoire qui va donner toutes ces petites informations-là qui passent à la trappe quand on va parler que des dates ou que des faits. Alors justement, on va parler donc de Liberté Savane, puisque les téléspectateurs doivent se dire « Oui, mais de quoi ça parle, ce livre extraordinaire? Est-ce qu'on peut avoir le synopsis ?» Alors, Liberté Savane, l'histoire part d'une recherche que j'avais faite sur un procès. Il y a eu beaucoup de documentation sur les procès, notamment Frédéric Régent a beaucoup travaillé sur ces procès parce que c'était des traces. Les comptes rendus de procès donnaient beaucoup d'informations. Donc, je me suis penchée, moi, sur ce procès qui s'est passé en 1840. Et l'accusé est un maître qui avait séquestré son esclave, Lucile, pendant 22 mois dans un cachot de son habitation. Et Lucile, au bout d'un moment, il y a une lettre anonyme qui arrive chez le procureur à Pointe-à-Pitre. Et des démarches sont enclenchées pour sortir Lucile du cachot. Et puis, il y a un procès qui a lieu en octobre 1840. Et Lucile est une femme une esclave, qui toute sa vie va vouloir être affranchie de son maître. Elle va vouloir mettre les chaussures, elle va vouloir... Et toute sa quête, ça va être l'affranchissement comme ça. Et elle finit au cachot. Mes recherches tout porte à croire qu'elle finit au cachot parce qu'elle a tellement demandé l'affranchissement à son maître qu'il a fini, agacé, il a fini par la mettre au cachot. Même s'il y a eu d'autres causes évoquées, comme les empoisonnements qu'elle aurait promulgués sur l'habitation. Mais toutes les recherches que je fais portent à croire que il s'agissait juste d'un agacement de cette femme cette esclave, qui a eu un enfant avec ce maître et qui n'arrêtait pas. Voilà, donc je ne vais pas tout raconter, je ne vais pas raconter l'issue du procès. Bien sûr, il faut lâcher le livre, voilà. Mais bon, c'est passionnant parce que ça donne vraiment, par exemple, ça dit que
ça peut expliquer qu'il n'y a pas eu une date d'abolition 1848, pour prendre la deuxième date. Il y a eu toute cette quête de libération, de liberté, que les esclaves ont vraiment cherché la liberté tout au long de toute leur vie. Certains fuyaient, certains... Et ça apporte aussi que l'État, enfin le gouvernement était bien obligé de lâcher tout doucement du lest. Et Lucile voyait, par exemple, Lucile, dans sa quête de demande de liberté à son maître, elle voyait, par exemple, l'assouplissement pour les affranchis, pour affranchir les gens. Les lois s'assouplissaient tout doucement, parce qu'il fallait bien que la soupe cocotte minute n'explose pas. Donc, on donnait des petites faveurs comme ça. Par exemple, la taxe pour l'affranchissement avait été supprimée vers 1830 ou 31. En 1832, on va simplifier la démarche pour le maître qui veut affranchir. Il n'aura plus de demande à faire, il pourra aller juste à la mairie. Donc le roman permet d'aborder toutes ces ordonnances, ces lois qui, petit à petit, des décrets qui sont venus pour calmer un peu les choses jusqu'à ce que la cocotte minute explose et qu'on arrive à 1848 où on abolit l'esclavage. Est-ce que justement toutes ces recherches, toutes ces informations vous ont fait découvrir, je dirais, voilà déjà des anecdotes et des histoires cachées, mais aussi des lieux en Guadeloupe qui ont été témoins un petit peu de tout ça et que le Guadeloupéen ne connaît pas forcément? Non, malheureusement. Alors oui, bien sûr. Enfin, moi, je suis amoureuse des vieilles pierres. Je peux aller au fort. Dans un fort, là, on a un patrimoine militaire, mais on a aussi beaucoup d'habitations qui sont restées en ruine, qui sont envahies de ficus, enfin de la prison de Petit Canal. Et cette fameuse habitation sur laquelle se déroule mon histoire, qui est l'habitation de la Mahaudière. Et là, c'est une habitation qui est restée longtemps debout. Là, maintenant, on commence à perdre complètement, à avoir une ruine qui va petit à petit disparaître. Et pourtant, où on avait quand même un bon vestige d'habitation. Et il y a beaucoup d'habitations en Guadeloupe. Il y a encore beaucoup de certaines zones où vous trouvez des poteries par terre, où vous trouvez de la... voilà. Et moi, ça me transporte. Si je vais à un endroit, je ramasse une poterie où j'ai trouvé l'autre jour une ancienne bouteille de parfum rose, en verre rose, avec le pied et tout. Mais là, je pars, moi, je suis... je pars, je suis déjà en train d'écrire le troisième bouquin. Exactement. Justement, quand on parle de suite, parce qu'on en parlait en antenne, une histoire comme ça, souvent méconnue du public guadeloupéen, ou même de toute la Caraïbe, ça mérite aussi un film, un documentaire. Est-ce que ça reste dans un coin du cerveau de dire on devrait développer tout ça? Je crois que, bon, on parle beaucoup de documentaires, je ne suis pas du tout encore dans... mais je pense qu'un documentaire, des petites séquences courtes qu'on passerait régulièrement, et je répète, pas pour que la Guadeloupe. Parce que nous, on sait les choses. Et je pense que la difficulté qu'il y a maintenant, c'est qu'on ne nous connaît pas avec cette histoire-là. Les gens de l'extérieur ne nous connaissent pas avec cette histoire-là. Et peut-être que c'est ça qui fait que l'ignorance des autres font que parfois on a des petites frictions. Voilà, c'est ça, souvent. Qu'on pourrait régler juste en se découvrant, en regardant en face cette histoire-là et pour mieux avancer. Alors, on vous rappelle bien sûr que Liberté Savane, sortie aux éditions Nestor. Oui. Maintenant, c'est disponible un petit peu partout, dans toutes les librairies. Ce matin, j'ai rencontré M. Nestor, toutes les librairies, librairie de la presse et la librairie. Donc, n'hésitez pas, franchement, c'est à base de faits réels. Le procès donc, de Lucile, voilà, Lucile, bien sûr, pas Lucie. Lucie, c'est Goldman. Lucile, donc, qui a été enfermée pendant plusieurs mois, 22 mois. Donc il y a un procès à savoir est-ce qu'elle va gagner, est-ce qu'elle va perdre. Le maître, qu'est-ce qu'il est devenu? Et vous le saurez en lisant le livre qui est très intéressant. Alors j'ai changé certains noms. Lucile, c'est son prénom véritable. J'ai changé certains noms de maître. Par exemple, le nom du maître, mais j'ai gardé le nom de l'habitation. Je tenais quand même. Et une toute petite chose que je voudrais dire, c'est que figurez-vous que quelques jours avant l'édition, avec M. Nestor, qui me bousculait un peu parce que ce roman était là depuis un petit moment, et je trouve que ce titre, Liberté Savane, est
le titre d'un album de Dominique Coco qui est paru il y a quelques années. J'ai pas osé, j'aurais pu changer le titre, mais je m'étais tellement mise dans la tête que c'était ce titre-là, donc j'ai laissé. Liberté Savane, c'était à l'époque de l'esclavage, certains esclaves, en créole on dit cascode, ils étaient partis, par exemple, et ça c'était un des cas de figure. On ne savait pas à qui ils appartenaient, donc ils étaient des libres de savane, sans titre, sans ni affranchissement officiel, ni rien du tout, donc c'était des libres de savane. Et donc Lucille a vécu longtemps en liberté savane après son procès et avant que les choses soient régularisées pour elle. C'est toujours bon de rappeler, de rabâcher. Et en tout cas, Dominique Coco, il sera très, très, très content. J'espère, parce que j'espère que j'ai hésité. Au contraire, il va même faire de la pub pour le bouquin, moi je vous le dis. Et d'ailleurs, on continue parce que si on voit bien donc la couverture du livre, je crois que c'est une peinture là aussi qui reste familiale. Merci de me rappeler. Je suis là pour ça. Marilyn Garé, donc je suis la marraine, c'est ma petite sœur, qui peint à ses heures, qui est aussi artiste et qui m'a fait ce tableau exprès pour ce livre. Encore donc une raison de plus pour aller acheter le bouquin. Franchement, tout est propre du début à la fin. C'est une histoire, ça nous concerne, c'est votre histoire. C'est disponible, écrit par quelqu'un de chez nous. Encore une fois, c'est vraiment extraordinaire. De plus en plus, on entend parler justement de décolonisation. Est-ce qu'il y a eu un réveil qui s'est fait? Comment expliquer tout ça? Quel a été le déclic? Il y a des reportages qui passent même sur les plus grandes chaînes en France. On démystifie un petit peu. Donc voilà ce dont on parlait au début de l'interview, les vérités cachées. Comment explique-t-on ce réveil, je dirais? Ce réveil, ça vient de nous, parce que c'est nous qui nous réveillons, parce qu'on pourrait rester endormi et dans ce cas-là, ça perdurerait. Je crois que c'est nous qui devons nous réveiller, lever la tête. On a plein de qualités, plein de compétences. Et finalement, maintenant, on a moins peur. On y va. Et la décolonisation, elle doit se faire et elle se fait tranquillement. Le prochain ouvrage, ce sera toujours sur le même thème, encore pour nous faire découvrir. Maintenant, il faut découvrir plus des hommes. Il y a eu des hommes, des premiers députés, voilà, ça va être ça. Ça va être excellent, en tout cas. Des personnages comme ça que j'avais ciblés. En tout cas, merci pour ce travail-là, parce qu'effectivement, on a besoin de savoir, on a besoin de connaître notre histoire, c'est super important. Alors, si le téléspectateur veut maintenant prendre contact avec vous, commander le livre, en savoir plus sur votre travail, est-ce que vous avez, je ne sais pas, une adresse mail ou même un numéro de téléphone? Dites-nous tout. D'abord, j'ai les éditions Nestor, donc on contacte sans problème les éditions Nestor, ils ont un site internet qui est bien achalandé. Et puis, il y a mon numéro de téléphone, 06 90 90 41 26, et mon adresse mail, Marie-Josée Collet, sans l'accent sur le i, sans e, c'est un peu compliqué là, ouais, papa il m'en manque. Marie-Josée Collet, .garé@gmail.com. Et je réponds et je serais ravie de venir échanger avec tout public, comme on avait fait pour l'orpheline de la colonie. J'avais eu pas mal de rencontres. Excellent, en tout cas, merci encore une fois pour le travail, parce qu'encore une fois, on en a besoin. On attend le troisième ouvrage avec impatience. Vous n'hésitez pas à revenir sur le plateau pour nous en parler. En tout cas, on va encore continuer à faire la publicité. Et ça, c'est bien. On vous attend encore une fois. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Moi, je vous remercie bien entendu de nous avoir suivis. Le temps aussi de remercier donc mes partenaires, les craies à Basse-Terre, qui m'habillent de la tête aux pieds. Et oui, même les chaussures. Et si vous voulez des vêtements propres, repassez nickel, parce que vous n'avez pas le temps de faire la lessive chez vous. Direction Le Moule, Net Blanchisserie Pressing. Moi, je vous donne rendez-vous bien entendu demain sur Éclair TV. À demain.